Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Alice Guibert, chargée de mission Open Innovation Espace au pôle Aérospace Valley. Donc, je vois que nous sommes actuellement 19 participants, 20 participants. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on attend donc peut-être une minute le temps que les autres personnes nous rejoignent. Donc, je vous remercie en tout cas d'être présent pour ce second webinaire donc, qui vise à présenter le dispositif Challenge Innovation Copernicus, donc, qui est donc le second d'une série qui a lieu cette semaine. Nous avons donc présenté le premier webinaire hier sur la thématique collectivité. Nous aurons demain un webinaire sur le challenge eau et ensuite jeudi, pour terminer, un webinaire sur le challenge environnement. Comme vous le savez, donc cet appel à projet est constitué de 4 challenges thématiques. Et aujourd'hui, donc, nous ferons un focus particulier sur le challenge agriculture. Et donc, pour présenter ce webinaire, j'ai donc le plaisir d'accueillir à mes côtés Frédéric Adragna, qui est conseiller développement économique et solutions spatiales pour le Centre national des études spatiales. Donc, il est à la direction de l'innovation, des applications et de la science. Et nous aurons également Sébastien Piguet, directeur de la souscription et cofondateur de Descartes Underwriting, qui nous fera donc le plaisir de présenter le challenge qu'il porte, donc le challenge agriculture. Donc maintenant, si l'on passe au format et au déroulé du webinaire, ce qu'on vous propose, c'est donc 30 minutes de présentation qui sera découpée en fait en 2 parties. Donc dans un premier temps, on va vous présenter le contexte et les modalités de l'appel à projet dans sa globalité, hein. Et ensuite, nous laisserons donc Sébastien Piguet présenter en détail le challenge agriculture, donc qui s'intitule Estimation des surfaces récoltées sur les surfaces cultivées aux États-Unis. Donc à l'issue donc de cette présentation, on consacrera la dernière demi-heure à un temps de questions-réponses. Donc vous verrez en bas à droite de votre écran, vous avez un espace questions. Vous pouvez d'ores et déjà adresser vos questions au fil de l'eau et nous y répondrons à la fin du webinaire. Je précise également donc que les questions que vous tapez sont uniquement visibles par les organisateurs, donc côté Aerospace Valley. Et donc, nous les dirons à l'oral et nous y répondrons au fur et à mesure. Voilà, donc écoutez, je pense qu'il est l'heure. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer de commencer. Et donc, je cède la parole à Frédéric Adragna qui va vous présenter donc quelques éléments de contexte ainsi que les objectifs de l'appel à projet. Merci Alice. Donc bonjour à tous, Frédéric Adragna du CNES. Donc très rapidement, je me présente. Effectivement, comme tu l'as dit Alice, je m'occupe de développement économique grâce aux solutions spatiales, donc toutes les solutions spatiales, hein, pas uniquement l'observation de la Terre. Et avec mon équipe, on a lancé l'initiative Connect by CNES, donc qui vise à promouvoir donc les solutions spatiales et surtout accompagner tous les utilisateurs qui voudraient utiliser ces solutions spatiales ou les technologies spatiales. Donc, pour en revenir au challenge innovation d'aujourd'hui qui nous concerne, donc le contexte, c'est évidemment le programme européen Copernicus. Il y a 2 grands programmes européens spatiaux, c'est Galileo pour la géolocalisation et Copernicus qui fournit donc des images optiques, radars, etc., mais également des services basés sur ces images que tout le monde connaît. J'imagine que vous connaissez le programme Copernicus et c'est dans ce contexte que s'inscrivent ces challenges. Donc, plus précisément, l'Europe a mis en place un programme d'accompagnement pour promouvoir donc l'utilisation des données Copernicus et des services associés. Ce programme s'appelle, son petit nom, c'est Caroline Herschel. Il n'est pas marqué sur la planche, mais je vous le dis. Donc, c'est un FPA, un Framework Partnership Agreement. Donc, c'est 48 partenaires en Europe qui font partie de ce projet et qui reçoivent donc des finances pour lancer un certain nombre d'actions donc visant donc à faire la promotion, encore une fois, des données Copernicus et des services associés. Donc ça va de la promotion, la formation, le lancement de démonstrateurs, de POC comme on dit, ou d'événements innovants. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que les concours d'innovation s'inscrivent. C'est une activité, enfin on va dire un événement innovant. Voilà.
Donc, le CNES est partenaire de ce projet européen. Il y a d'autres partenaires français qui sont le CNRS qui porte ses propres actions. Il y a également le MTES, le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et il y a le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui coordonne en fait tout ça pour la France. Donc le CNES, bien entendu, propose des actions dans le cadre de ce projet européen pour recevoir du financement, mais le CNES relaye également des actions, des idées qui lui sont proposées par les Copernicus Academy et les Copernicus Relais en France. Donc c'est le cas des boosters notamment, qui sont tous Copernicus Relais, et donc c'est le cas de Aerospace Valley qui nous a proposé donc il y a quelques années d'organiser ces challenges innovation. Et donc voilà, donc c'est une co-organisation sur une idée originale, on va dire, de Aerospace Valley, d'organiser donc CNES et Aerospace Valley ces challenges d'innovation. Voilà le cadre dans lequel ça s'inscrit. Planche suivante donc. Alice, je ne sais pas si tu m'entends, pour passer à la planche suivante. Oui, alors normalement, elle est passée, donc nous sommes aux objectifs. Je ne sais pas si tu la vois. Pardon, excuse-moi, je ne regardais pas le bon écran. Excuse-moi. Donc effectivement, les objectifs de ces challenges, c'est bien entendu, hein, je démarre par la fin, donc c'est in fine bien entendu de développer des nouveaux usages et de nouveaux services basés sur l'utilisation des produits Copernicus. Et pour ça, on souhaite répondre à des besoins réels existants, donc pas simplement développer des produits, entre guillemets, pas se faire plaisir, mais développer des produits qui pourraient éventuellement servir, mais faire le contraire, donc partir vraiment de besoins réels existants d'utilisateurs finaux. Donc ça a été la première phase de ces challenges d'innovation que Alice va détailler tout à l'heure. Et donc voilà, l'idée c'est de développer des usages, des services concrets en réponse à des besoins concrets, donc bien sûr pour, encore une fois, encourager l'adoption de solutions basées sur les données spatiales observation de la Terre et Copernicus en particulier, et embarquer des nouveaux utilisateurs si possible. Voilà pour le contexte de ces challenges. Merci beaucoup, Frédéric, donc pour cette introduction qui pose bien le cadre. Ce que je vous propose maintenant, donc, c'est de nous intéresser un peu au cœur du sujet, donc nos challenges innovation Copernicus. Donc, comme tu l'as déjà évoqué, Frédéric, pour mémoire, en décembre, donc, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt donc, pour sélectionner des utilisateurs finaux qui seraient porteurs de problématiques. Donc, on a choisi des problématiques applicatives qui pourraient potentiellement être résolues grâce aux données spatiales Copernicus. Donc, nous avions identifié 4 thématiques clés donc, que vous voyez affichées à l'écran, donc, qui sont collectivité, agriculture, eau et environnement. Pour chacune de ces thématiques, nous avons sélectionné un utilisateur final qui a donc formulé un challenge. Donc, nous avons lancé à la suite de cette sélection l'appel à projet donc, le 6 avril dernier. Donc, cet appel à projet récompensera des entreprises, 4 lauréats donc, qui recevront un prix de 50 000 € et qui auront 6 mois pour développer une preuve de concept. L'objectif étant donc de répondre aux problématiques des utilisateurs finaux que vous voyez affichées donc, sur votre écran. Donc, pour la thématique collectivité, c'était donc porté par le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection. Et donc, la problématique est cartographie des sites d'orpaillage illégaux en Côte d'Ivoire. Vous pourrez accéder d'ailleurs au replay si vous n'avez pas eu l'occasion de participer au webinaire qui s'est tenu hier. Et aujourd'hui, donc, nous aborderons plus spécifiquement le challenge agriculture, donc porté par Descartes Underwriting, qui est donc estimation des surfaces récoltées sur les surfaces cultivées aux États-Unis. Pour le reste, nous avons également le challenge eau, porté par Suez, qui cette fois cherche une solution pour optimiser la prédiction de fuite d'un réseau d'eau potable selon donc l'activité urbaine, agricole, climatique du territoire. Pour finir, le quatrième et ultime challenge est donc porté par la DGTM Guyane, donc dans la thématique environnement. Et donc, il s'agit cette fois de la cartographie automatisée des bancs de vase amazoniens en Guyane. Donc, encore une fois, vous retrouverez toutes les dates et les liens des webinaires sur le site et la plateforme de l'appel à projet. Je rappellerai également à la fin de cette session les différents éléments. Voilà, donc si on passe maintenant, si la slide, voilà, donc sur l'utilisation des données Copernicus,
Frédéric a déjà commencé à l'évoquer. Donc, pour ceux qui ne sont pas initiés donc, à ce programme, le programme Copernicus, c'est donc, il donne donc accès à un certain nombre de données et de services d'observation de la Terre de façon gratuite et accessible à tous, voilà, pour tout utilisateur, qu'il soit privé ou qu'il soit public. Comme il a été dit en introduction, donc l'objectif principal de cet appel, c'est d'encourager l'adoption de solutions basées sur ces données spatiales, donc par de nouveaux utilisateurs finaux, mais également donc de développer des usages et des produits issus donc des services Copernicus. Voilà, donc l'exigence principale de cet appel à projet, c'est donc d'utiliser les données spatiales Copernicus pour répondre aux challenges. Pour présenter très rapidement le type de données auxquelles le programme Copernicus donne accès, donc on l'a dit, il donne accès à des données brutes, donc d'observation de la Terre, et il donne également accès donc à des services. Concernant les données brutes, on peut avoir accès à des données telles que la composition atmosphérique, l'état physique et la température des océans, mais également donc la couverture terrestre et ses changements ou l'état de la végétation. Donc il y a vraiment une multitude de données qui sont disponibles. Vous pourrez également aller faire un tour voilà, sur le site des services. Donc, il en existe 6 et ils sont thématisés. Donc, vous retrouverez des services sur l'atmosphère, sur le maritime, le terrestre ou encore le changement climatique, la sécurité et l'urgence. Donc, encore une fois, des services qui sont accessibles et gratuits pour tous. Dans le cadre de ces challenges, nous avons souhaité donc faciliter l'accès à ces données parce qu'il existe une multitude de plateformes d'accès à ces données Copernicus. Et donc, Aerospace Valley et le CNES se sont entourés de 3 partenaires techniques, donc qui sont opérateurs de DIAS. Donc, les DIAS, ce sont des plateformes basées sur le cloud qui offrent un accès centralisé aux données et aux informations Copernicus, ainsi qu'à des outils de traitement. Donc, elles permettent entre autres aux utilisateurs de découvrir, de manipuler, mais surtout de traiter et télécharger les données et les informations Copernicus. À savoir, donc, les 3 DIAS que nous vous présentons sont donc SoBlue, Mundi et Wikeo. Il en existe 5 au total au niveau européen. Et donc, chacun a un petit peu ses spécificités, mais dans l'ensemble, ils proposent des services génériques. Donc, ils donnent tous accès aux données Sentinelle, ils donnent tous accès aux produits d'information issus des 6 services opérationnels Copernicus, et ils donnent également accès à des outils basés sur le cloud. Donc nous, dans le cadre du challenge, nous souhaiterions que chaque lauréat choisisse un des DIAS dans la mesure du possible. Bon, si vous êtes engagé par ailleurs avec un autre DIAS comme Honda ou CréoDIAS, effectivement, vous pouvez poursuivre et si vous êtes habitué, que vous avez développé vos produits avec eux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais donc, on vous proposera quand même un accompagnement personnalisé si vous choisissez l'un des DIAS qui est partenaire technique, donc qui vous aidera dans le cadre du développement de la preuve de concept et vous apportera donc des conseils et du soutien et du support technique. À ce sujet-là, d'ailleurs, vous pourrez retrouver, pour vous faire une idée, les liens des sites des différents DIAS sur le cahier des charges. Ça vous permettra donc de voir lequel correspond le mieux à vos besoins. Alors ensuite, si l'on s'intéresse donc aux critères d'éligibilité, donc pour cet appel à projet, qui sont les bénéficiaires? Donc cet appel s'adresse aux startups, aux petites, aux moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire françaises uniquement. Donc évidemment, ces entreprises devront être immatriculées au registre du commerce et être à jour dans leurs obligations fiscales et sociales. Dans le cadre de cet appel, nous souhaitons avoir un lauréat par challenge. Donc au total, nous aurons 4 lauréats. Cependant, la possibilité de consortium peut être envisagée, mais sous condition, c'est-à-dire qu'un seul porteur devra déposer le projet et donc elle sera désignée comme entreprise chef de file et sera donc la seule bénéficiaire du prix accordé. Donc si vous avez des partenaires, vous devrez convenir entre vous des modalités de répartition du prix de 50 000 euros. Ensuite, nous l'avons déjà évoqué, donc les projets devront obligatoirement utiliser des données Copernicus à minima, qui seront donc couplées ou non avec d'autres types de données, donc soit des données métiers selon les spécificités des challenges, hein, vous l'aurez compris, donc des données métiers, ou des données open data, voire des données que vous avez en propre qui pourraient potentiellement être mobilisables pour répondre à ce challenge. Donc voilà, effectivement, répondre aux challenges thématiques proposés par les utilisateurs finaux, ça c'est évident. Ensuite, j'attire votre attention sur le fait que les projets proposés
devront donc afficher un niveau de TRL minimum de 4 et atteindre un niveau 6-7 à l'issue de la preuve de concept. Alors, je précise que si nous demandons ce niveau à l'entrée, c'est surtout pour nous assurer d'atteindre donc à la fin du POC et de se rapprocher au maximum d'une solution opérationnelle. Donc, dans la mesure où si vous n'avez pas forcément, vous n'aurez pas forcément ce niveau-là à l'entrée, mais que vous êtes en capacité de démontrer qu'à l'issue du POC, vous aurez atteint le niveau 6-7, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, nous considérons votre candidature sans problème. Il ne faut pas que ce soit un point bloquant, c'est quand même indicatif pour simplement vous montrer qu'on aimerait avoir une solution quasi opérationnelle à l'issue des travaux. Voilà, mais ça, on pourra en discuter, plus précisément par mail si vous avez vraiment des questions. Ensuite, donc au niveau des critères de sélection et du processus, donc nous avons 3 principaux critères de sélection. Donc d'abord, le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet, donc qui se traduit en fait par le caractère innovant par rapport à l'état de l'art international. Le caractère innovant sera également évalué par rapport à l'utilisation des données Copernicus et évidemment la pertinence de la réponse par rapport à l'objet du challenge. Ensuite, nous aurons également donc un point assez important sur la maturité technologique de la solution proposée pour donc évaluer la valeur ajoutée du projet. Ensuite, donc, nous avons en deuxième critère l'impact économique du projet, donc, qui se basera essentiellement sur la qualité du modèle économique, sur le marché potentiel qui aura été identifié et sur donc, le caractère généralisable de la solution qui sera développée. Pour finir, le troisième et ultime critère sera donc la capacité du porteur à mener à bien le projet, donc, qui se traduit par la capacité opérationnelle et financière du porteur, mais également la capacité d'accès au marché visé et l'adéquation des compétences de l'équipe qui travaillera sur le projet. Voilà pour les critères de sélection. Vous pourrez avoir plus de détails également en consultant le cahier des charges et si vous avez de la même manière des questions à poser, n'hésitez pas. Sur le processus de sélection, donc vous l'aurez remarqué, il sera en 2 temps. Donc nous sommes actuellement dans la première phase donc de présélection. Vous pourrez déposer vos dossiers jusqu'au 2 juin sur la plateforme. À partir de là, nous présélectionnerons donc des entreprises qui seront invitées à présenter leur projet lors d'une audition, donc qui aura lieu vraisemblablement le 22 juin 2020. Bon, en présentiel, sous réserve de la levée totale des mesures de confinement. Si ce n'est pas le cas, évidemment, nous prendrons les moyens nécessaires pour voilà, le faire en virtuel. Mais en tout cas, voilà, c'est la date du 22 juin qui sera arrêtée. Sachez que nous annoncerons donc les présélectionnés la semaine du 16 juin. Et donc, j'anticipe un petit peu les questions, mais nous aurons, en fonction du nombre de réponses, nous aurons maximum 4 entreprises présélectionnées pour chaque challenge. Voilà. Donc, si vous avez des questions d'ailleurs en termes de temporalité, n'hésitez pas. Je vous remets également le calendrier pour que vous l'ayez bien en tête. Et donc, pour début des travaux, début juillet 2020, en tout cas le plus vite possible, une fois que la notification aura été effectuée. Donc, nous enchaînerons sur les 6 mois de travaux pour le développement du POC. Voilà, donc je vous rappelle également, pour ceux qui n'ont pas encore eu accès à la plateforme, je vous ai remis le lien pour déposer votre candidature. Donc je rappelle donc la date de dépôt le 2 juin et les réponses qui devront être impérativement rédigées en français. Vous devrez également veiller à bien joindre toutes les pièces justificatives qui ont été demandées dans le dossier de candidature pour vous assurer que le dossier est bien complet et qu'il soit donc éligible pour la phase suivante d'audition. Voilà, donc je tâcherai de répondre à toutes les questions que vous posez actuellement à la fin de la présentation. Et je cède donc maintenant la parole à Sébastien Piguet, donc directeur de la souscription et cofondateur de Descartes Underwriting, qui va donc vous présenter le challenge agriculture. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter le challenge, mais aussi en quelques mots la société pour vous donner un peu plus d'informations et de recul vis-à-vis de ce qu'on fait. Je n'ai pas la main sur les slides, j'essaie de changer. Est-ce que c'est
Alors, normal. normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, je suis désolé s'il y a un peu de bruit en arrière-fond, j'ai la chance d'avoir un voisin qui fait des travaux. Donc, voici en quelques mots, Descartes Underwriting a pour objet d'améliorer la résilience de nos sociétés face à des événements météorologiques défavorables, des catastrophes naturelles. Dans la notion de résilience, ce qui est important, c'est le paramètre de rapidité du paiement. On voit bien aujourd'hui avec la crise du coronavirus ou du Covid-19 qu'il y a pas mal de gens qui pensaient être assurés et qui ne savent pas s'ils vont recevoir un paiement. Et c'est là que la technologie intervient pour nous. On veut payer les assurés en quelques jours, alors que les solutions traditionnelles mettent souvent plusieurs mois, et ça peut aller même jusqu'à 2 ans quand on prend certaines catastrophes naturelles. Donc, on utilise les données satellitaires et tous les objets connectés pour payer très rapidement. Ces solutions technologiques ont aussi pour mérite d'améliorer la transparence des paiements, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on voit bien que dans les polices d'assurance, il y a souvent beaucoup d'exclusions et finalement, il faut être un spécialiste pour savoir dans quel cas l'assuré est censé recevoir de l'argent. Nous, on simplifie ça en reposant sur des données et en construisant des indices qui permettent d'estimer les pertes du client à partir de données satellitaires. Et dès lors qu'on détecte ces pertes avec les données satellitaires, on règle les sinistres. Donc aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur les entreprises de taille conséquente, ce qui représente un marché d'à peu près 5 milliards de dollars en termes de primes dans le monde, avec une croissance extrêmement forte de 15%. Si je passe à la slide suivante, je suis désolé de ce temps de latence. Le challenge concerne la détection des surfaces récoltées sur les surfaces cultivées aux États-Unis. Tout d'abord, pourquoi les États-Unis, pourquoi l'agriculture? Donc, l'agriculture est très sensible aux aléas climatiques, qui représente une grande part de nos clients. Et pourquoi les États-Unis? Parce que c'est une des plus grandes assurances, une des plus grandes puissances agricoles dans le monde, et donc il y a un marché conséquent. Toutefois, le projet pour ce challenge est de protéger et de couvrir les entreprises qui sont en charge de faire la récolte pour les agriculteurs. Le système est un peu différent de la France, où souvent l'agriculteur s'occupe aussi des récoltes. Aux États-Unis, il y a des sociétés qui partent du sud des États-Unis et remontent vers le nord pour faire les récoltes. Et elles ont des contrats avec les agriculteurs pour faire la récolte, sachant que le revenu qu'elles génèrent dépend des surfaces récoltées. Et ces surfaces récoltées peuvent être extrêmement diminuées suite à une inondation, une sécheresse, où l'agriculteur finalement abandonne la culture et n'a pas besoin de faire appel à ces sociétés pour la récolte. Et ces sociétés ont engagé beaucoup de coûts fixes et ne peuvent pas faire face à ces coûts fixes si jamais la catastrophe naturelle a touché un trop gros nombre de leurs clients. Aujourd'hui, ces sociétés ne peuvent pas s'assurer via l'assurance traditionnelle. Elles sont obligées de faire de l'assurance paramétrique, donc qui repose sur l'utilisation de données statistiques publiées par le ministère de l'Agriculture des États-Unis, donc USDA. Et ces statistiques sont malheureusement publiées parfois 9 mois après la récolte. Donc l'objet de ce challenge est finalement d'estimer ces surfaces récoltées très rapidement. Donc l'idéal ce serait quelques jours, mais même si c'est quelques semaines, on aurait déjà une amélioration de ce délai très conséquent, puisque les statistiques officielles sont publiées souvent 9 mois après la récolte, pour régler les sinistres de manière très rapide. Donc l'idée est d'estimer les surfaces récoltées via des images satellitaires afin de détecter les sinistres et de rembourser et de payer ces sinistres aux sociétés
qui sont en charge des récoltes. Il y a plusieurs autres cas d'usage parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser cet indice uniquement pour ces entreprises, mais on aimerait se concentrer sur ce cas d'usage précis pour le challenge. En ce qui concerne les enjeux, je crois que c'est déjà un peu expliqué, mais ça permet, disons, pour prendre du recul, de proposer à des sociétés de se couvrir contre les aléas naturels, à commencer par les aléas naturels qui touchent l'agriculture. Et c'est un cas d'usage qui peut être aussi utilisé auprès d'autres clients que seront les agriculteurs. Donc actuellement, on utilise les données du ministère de l'Agriculture au niveau du county sur les cultures qu'on a listées ici sur le slide. Donc maïs, blé, orge, sorghum et colza. Sur le cas on préférait que toutes ces cultures soient traitées dans le cadre du challenge, mais si ça, on sait qu'il y a des cultures qui sont plus ou moins faciles que d'autres, et donc du coup, pour nous, c'est important de traiter toutes ces cultures, mais si ça représente un défi technique trop important, on peut réduire ce nombre de cultures traitées. On est plus intéressé par, peut-être qu'on pourra en discuter avec les questions-réponses, par vraiment la performance technique, donc la détection des surfaces cultivées, plutôt que par avoir un fontaine joli avec une carte, avec chaque. On est moins intéressé par la visualisation que par la performance de l'indice. Et l'avantage est que la base de données publiée par le ministère de l'Agriculture des États-Unis est extrêmement bien fournie, très propre et très facile à utiliser. Et on pourra aider à la manipulation de ces données. Et ça donne un training set extrêmement bon pour tester la validité de l'indice. Donc, on veut se concentrer donc, sur ces cultures que j'ai mentionnées. Dans les États, qui sont les États qui concentrent la plupart de la production agricole pour les grandes cultures aux États-Unis, qui sont listés aussi. On a choisi, en ce qui concerne le délai, on a choisi le délai de 2 semaines. Ça me semblait raisonnable pour estimer les récoltes. Voilà, tout ça est bien entendu à peaufiner parce que la récolte n'a pas lieu chaque année au même moment et la date de récolte dépend bien évidemment des États et des counties. Mais on vise un délai de 2 semaines entre le moment où l'agriculteur voit son champ récolté et le moment où nous, on a l'information. Le test en fait, de validité de l'indice sera utilisé sur la récolte 2020, donc cette année. Et donc, si on aura un training set qui sera fondé sur les années précédentes, on aura un test en conditions réelles sur la récolte 2020. Parce que, voilà, on sait bien qu'il y a des questions fréquentes. Je ne sais pas qui fait partie de l'auditoire, mais si vous êtes familier avec la notion d'overfitting, voilà, le fait d'avoir un test en conditions réelles sans jeu de données qu'on peut utiliser pour prédire le résultat, voilà, ça permettra d'éviter les problèmes liés à l'overfitting et d'avoir des conditions de test en temps réel et en situation. Voilà, on pourra tester cette solution sur la récolte de 2000. Sur les données, donc c'est les données que j'ai mentionnées, qui sont publiquement accessibles et qu'on a l'habitude de traiter chez Descartes Underwriting. On pourra facilement les partager avec vous. Et pour les sociétés qui sont intéressées par l'utilisation de données alternatives sur les événements météorologiques extrêmes qui ont un impact sur la proportion des surfaces récoltées, on peut aussi les partager avec vous, mais je pense que ça complexifie
beaucoup la tâche, mais on serait ravi de les partager avec vous. Voilà, on sait par exemple que les inondations peuvent être un facteur clé, les sécheresses peuvent être un facteur clé, mais ce n'est pas du tout obligatoire pour nous que vous utilisiez ces données météorologiques pour détecter les surfaces récoltées. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide pour laisser un maximum de temps pour les questions. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ces problématiques. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette intervention. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est de revenir rapidement sur les modalités de financement. Je vais laisser donc Frédéric Adragna vous détailler celle-ci. Il y a eu un petit... Alors, t'oublies. Donc, pour rappel, donc les modalités de financement, nous l'avons évoqué au départ. Donc, ça sera un prix de 50 000 € et donc un POC qui durera 6 mois. Donc, je laisse Frédéric compléter sur les détails donc, du contrat et sur Oui, oui, l'accompagnement également du CNES. tout à fait. Remercie Alice. Donc effectivement, comme tu l'as dit, il y a 4 challenges et un lauréat par challenge. Chaque lauréat recevra un prix de 50 000 € qui sera remis en fait, qui sera sous la forme d'un contrat simplifié par le CNES, donc un contrat de prestation tout à fait normal. D'habitude au CNES, on fournit 30% à la signature et 70% à la fin du contrat. Là, on va essayer de faire le contraire. Donc 70% à la signature et le reste à la fin. Et ce qui sera demandé à la fin, ce n'est pas de fournir le démonstrateur, hein, qui serait un outil informatique qui va rester la propriété de celui qui l'aura développé. Par contre, c'est un rapport qui expliquera donc tous les tests qui ont été faits, comment le démonstrateur a été réalisé, tous les tests qui auront été faits avec le end user, voilà, les résultats qu'on obtient, etc. Ce sera quelque chose de très très détaillé sur le démonstrateur, mais pas la livraison du démonstrateur lui-même. Et donc voilà, c'est un contrat donc, que le CNES passera directement avec chacun des 4 lauréats. En plus de ça, comme tu l'as dit Alice, le CNES est toujours là, donc dans le cadre de Connect by CNES, pour donner du support technique aux lauréats. Donc, notamment, on a un laboratoire qui s'appelle laboratoire OT, Observation de la Terre, donc tout ce qui est imagerie, qui permet de tester des choses aussi, hein, ou de répondre à des questions très très pointues. Et puis, il y a le support aussi des DIAS, hein, comme tu l'as dit, Alice. Voilà. Merci beaucoup Frédéric donc, pour ces précisions. Alors, ce que je vous propose, c'est que on passe directement donc, à la phase de questions-réponses. Donc, j'ai reçu pas mal de questions, donc je vais les prendre dans l'ordre. Alors, la première question est donc, pourrons-nous obtenir ce webinaire en replay? Alors, effectivement, vous obtiendrez donc tous les webinaires en replay sur le site d'Aerospace Valley. Donc, nous avons une page YouTube qui répertorie donc, tous les webinaires qui ont eu lieu. Donc, d'ici les prochains jours, vous pourrez y avoir accès pour revisionner celui-ci. Alors, ensuite, bonjour, pouvez-nous nous dire qui participera à la sélection des dossiers porteurs de projets Aerospace Valley, le CNES, d'autres acteurs? Merci. Alors oui, effectivement, concernant donc le comité de sélection qui se réunira pour sélectionner donc les dossiers, il y aura donc des membres du CNES, des membres d'Aerospace Valley, également des représentants donc, des utilisateurs finaux et potentiellement également des personnes qualifiées pour participer à cette sélection. Globalement, nous serons tous tenus par un accord de confidentialité, donc pas de crainte de ce côté-là. N'hésitez pas d'ailleurs dans vos dossiers s'il y a vraiment des thématiques qui sont très sensibles, mais en tout cas, nous serons donc tous tenus à la confidentialité dans le cadre de l'évaluation de ces rapports. Alors ensuite, y a-t-il une obligation d'utiliser les plateformes DIAS si nous avons d'autres solutions? Alors, nous incitons, nous encourageons fortement l'utilisation de ces plateformes dans la mesure où elles vous donneront aussi l'opportunité de valoriser a posteriori la solution, donc via leur marketplace. Et donc, elles vous donneront également l'accès à un support personnalisé durant la réalisation du POC. En revanche, si vous avez des solutions en interne, on pourra voir aussi au cas par cas si effectivement l'utilisation des DIAS n'apporte rien par rapport à ce que vous utilisez déjà. Ensuite, peut-on commencer le projet en septembre?
Alors, l'objectif est donc un démarrage des travaux en juillet. Compte tenu des conditions actuelles, là je laisse Frédéric Adragna préciser s'il y a des possibilités de dérogation pour que le développement du POC aille jusqu'à 2021. Mais l'idée, Alors, c'est quand même qu'on se tienne au calendrier. oui, bien sûr, l'idée c'est de tenir le calendrier, mais compte tenu de la situation, on saura s'adapter. Il n'y a aucun problème technique ou juridique ou administratif à décaler et on va s'adapter à la situation. Il y a un calendrier qui est celui qu'on a émis. On va essayer de le respecter évidemment. S'il y a des bonnes raisons pour le décaler, on le décalera. Merci. Alors ensuite, j'ai une question. Donc, l'impact économique du projet n'est-il pas déjà dépendant du business model que porte la startup Descartes Underwriting? Alors oui, effectivement. Alors à savoir que l'indicateur qui sera donc développé, et la solution qui sera développée, vous pourrez donc par ailleurs, enfin, ça sera une solution autoporteuse entre guillemets. Donc, vous devrez effectivement nous proposer dans votre dossier donc des pistes en lien avec le business model de Descartes et puis également proposer aussi de votre côté d'autres possibilités de commercialisation notamment. Alors, la date des travaux, donc ça, nous y avons répondu. Alors là, je pense que là, c'est donc une question qui s'adresse à Sébastien. Donc, la référence sur les surfaces semées doit-elle être celle de l'USDA? Oui, c'est préférable, à moins que vous ayez une autre source de données plus précise. D'accord. Alors ensuite, j'ai une question. Les assureurs sont-ils favorables à ce que l'on paye plus vite les dédommagements suite à une catastrophe? Ça, c'est une question pour vous, Sébastien. Oui, parce que d'un point de vue, j'explique l'intérêt pour les clients. Pour les assureurs, c'est aussi une manière d'apporter de la transparence. Parce que voilà, aujourd'hui, les grands assureurs mondiaux ont énormément de difficultés à connaître leurs pertes financières après une catastrophe naturelle. Et c'est pas uniquement dû à une volonté parfois de ralentir le paiement pour gagner de l'argent, mais c'est aussi un vrai problème pour eux, pour ces sociétés, voilà, simplement de maîtrise du risque. D'accord, très bien, merci. On a une autre question aussi pour vous. Donc, les parcelles à surveiller sont-elles à détecter ou fournies par Descartes Underwriting? C'est la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de données et qu'on va offrir cette solution à toutes les sociétés qui récoltent. Donc, on n'a pas d'échantillons particuliers dans les États et que j'ai mentionnés. Donc, idéalement, il faut le faire par county, pour tous les counties de chaque État mentionné. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Les parcelles, existe-t-il des données in situ disponibles pour identifier les cultures avant leur récolte? On comptait justement sur les compétences voilà, c'est un sujet de land cover qui est traité par certaines sociétés actuellement, qui sont capables de distinguer la culture du maïs, de la culture du colza. Donc, on préférait en fait que les candidats au challenge apportent ces solutions. Ok, très bien. Après, j'ai également une question. Donc, en termes de culture, le soybean n'est pas dans le scope. Non, c'est pas. Voilà. Fait pas partie donc des cultures que vous souhaiteriez. Aujourd'hui, non. Il faudrait que je me renseigne auprès de nos partenaires. On n'a pas de reçu de demande pour le soybean. Et c'est peut-être dû au fait que les exploitations sont structurées de manière différente. D'accord. Alors ensuite, j'ai une question. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par date de récolte effective? Faut-il pouvoir fournir les résultats progressivement en fonction des dates de récolte dans les counties? Là, on est flexible. Voilà, idéalement, on aimerait avoir cette information, voilà, petit à petit. Mais s'il faut attendre, si vous publiez un bilan tous les mois sur l'ensemble du calendrier où les récoltes, enfin sur les périodes du calendrier où les récoltes ont lieu, on est flexible
sur la fréquence des informations soumises. On n'a pas besoin d'avoir une information journalière sur l'avancée des récoltes. Maintenant, on doit quand même payer en 2 semaines, donc avoir un point tous les 2 semaines, ça me paraîtrait pas mal. Ok. Alors ensuite, j'ai une question. Quid de la propriété intellectuelle du développement? Donc Frédéric a déjà commencé à répondre à cette question tout à l'heure. Donc la propriété intellectuelle restera donc à l'entreprise qui aura donc développé la preuve de concept. Là-dessus, pas d'inquiétude Je confirme. à avoir. Donc ça sera également précisé dans le cadre du contrat qui sera donc signé lors de la notification des lauréats. On pourra en rediscuter, mais voilà, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet-là. J'ai une autre question. Aura-t-on également des informations supplémentaires sur les dates de récolte de chaque type de culture demandée? Alors ça, c'est pour vous, je pense, Sébastien. On peut en fournir, il y a des calendriers, enfin c'est crop calendars, mais il faut quand même être capable normalement de le détecter. Donc oui, on peut fournir des estimations, il n'y a pas de souci, mais ce sera par nature des estimations assez imprécises. D'accord. Alors après, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que Descartes Underwriting prévoit un financement pour passer du POC à un produit opérationnel et atteindre donc un niveau de TRL 9? Alors, sur le POC, en fait, le principe, c'est que si jamais les résultats sont concluants, on pourra déjà vendre des contrats d'assurance qui reposent sur cet indice. Et au fur et à mesure, et donc il y aura très peu de coûts de développement si l'indice est valable pour vendre quelques polices d'assurance. Et les polices d'assurance qui peuvent être déjà sur des montants assez conséquents. Donc là, ce sera une discussion à l'issue du POC avec le RAS sur le coût que le RAS est prêt à faire payer à Descartes à l'issue du POC pour utiliser ces données dans le cadre de contrats d'assurance. Donc aujourd'hui, on travaille avec des prestataires qui fournissent des indices. C'est très important pour nous car on ne veut pas être accusé en tant que représentant d'un assureur de pouvoir manipuler les données. Donc à chaque fois qu'on signe un contrat, il y a un fournisseur de données indépendant qui est payé, qui touche un pourcentage de la prime ou un montant qui correspond à un pourcentage de la prime, pour dire les choses simplement. Mais donc, une fois que l'indice est fait, on ne demandera pas beaucoup de développement pour signer quelques polices. Là où il peut y avoir des développements plus importants, c'est si jamais le produit rencontre beaucoup de succès et qu'il faut vraiment automatiser le processus et être capable de fournir une plateforme pour visualiser les données, pour accéder aux informations. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour augmenter la facture. Ce sera simplement un signe que le produit a séduit beaucoup de clients et on en serait très content. Je souligne aussi le fait que cette problématique peut être utilisée pour d'autres produits. Et donc, il y a beaucoup de cross-selling qu'on peut faire à partir de cet indice. Donc là, on se concentre sur le cas d'usage des sociétés qui font la récolte pour le compte des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas assurées, elles ont souffert de pertes conséquentes ces dernières années. Merci beaucoup. Alors j'ai une autre question pour vous. Avez-vous identifié des structures type start-up ou PME qui ont déjà travaillé sur ces problématiques? Et si oui, quelles étaient les problématiques? Sur ce cas d'usage, non, il y a pas. Justement, c'est un produit qui n'existe pas. Nous, on a fait un produit à partir de statistiques officielles, mais il n'y a pas de produit d'assurance satellitaire qui couvre ce risque aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, après, donc j'ai une question. Accès possible au CNES et ou DIAS pour préparer la réponse au challenge. Donc ça, je me tourne vers Frédéric, Alors, en tout pour cas ce pour le qui côté est du CNES. CNES, le guichet, on va dire Connect by CNES et l'expertise du CNES est accordée à tout le monde. Donc effectivement, même dans le montage
speeches, enfin pour participer au challenge, disons, si vous avez des questions et vous voulez vous adresser aux experts du CNES, il n'y a aucun problème. Et ensuite, une fois que le candidat aura été sélectionné, bien entendu, il aura un accompagnement privilégié pour développer son POC. Mais déjà, d'ores et déjà, vous pouvez vous poser vos questions aux experts du CNES. Ok, très bien. De la même manière, n'hésitez pas à vous tourner vers Aerospace Valley. Vous retrouverez donc l'adresse pour toutes vos questions, donc challenge@aerospace-valley.com. Je vous la remettrai juste à l'issue donc de cette session questions-réponses si vous avez des questions pour le dossier de candidature. Alors ensuite, donc j'ai une question. Alors, dans le cadre du challenge, faut-il aussi détecter le type de culture à partir des images satellites? Donc ça, je pense que c'est pour vous, Sébastien. Oui. En fait, pour pouvoir pouvoir estimer les chiffres publiés par l'USDA qui sont publiés en retard, voilà, je dirais que la seule manière fiable d'estimer ces chiffres, c'est bien de distinguer les cultures. D'accord. Alors, j'ai une question aussi sur les liens d'accès aux données. Donc, j'imagine que vous faites référence aux données donc de l'USDA. C'est donc sur le lien donc, du ministère de l'Agriculture qui sont accessibles à tous. Oui, c'est les données publiques. Après, on peut, si vous avez D'accord. des problèmes à les manipuler, utiliser ou à télécharger tout le dataset, on peut vous aider. Mais normalement, c'est pas compliqué. Ok, très bien. Donc, je vous remettrai si besoin donc, les liens d'accès à ces données. Alors, j'ai une autre question sur le critère d'évaluation et la comparaison avec les chiffres officiels. Quel est l'objectif de performance du prototype attendu? Alors, sur le chiffre de performance, comme on fait de l'assurance, on doit finalement avoir un haut degré de certitude, beaucoup plus que pour des solutions de conseil, on prévoit les rendements. Et finalement, si on se trouve de 20% sur la prévision de rendement, c'est bien sûr pas préférable, mais c'est pas un drame. Là, si on peut pas expliquer à un client on a réglé un sinistre sur un indice qui se trompe de 20%, parce qu'il a perdu 20% en plus de sa récolte, il sera pas très content et à juste titre. Donc on a un degré d'exigence extrêmement élevé. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas c'est difficile de donner un chiffre parce qu'on peut avoir des versions dégradées. On paierait une partie des sinistres rapidement à partir d'un indice dont on sait qu'il n'est pas entièrement fiable, avec un paiement final qui dépendrait de la date de publication des données du ministère de l'Agriculture. Donc on peut avoir un peu de flexibilité, mais on aura besoin de faire des tests. L'idée, c'est que si jamais il y a un écart de plus, je dirais, de plus de 5%, c'est embêtant. S'il y a un écart entre 5 et 10%, on peut essayer de trouver des solutions. Mais c'est vraiment, c'est des chiffres que je vous donne qui sont vraiment des estimations, voilà, comme ça, un peu à la louche. Et voilà, on est curieux aussi de savoir ce que peuvent faire les sociétés qui candidatent au challenge. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question encore pour vous, mais vous y avez peut-être déjà, vous avez amorcé un début de réponse. Alors, après le début du POC, donc comment Descartes envisage la valorisation des travaux, un partenariat ou un achat de propriété intellectuelle? Non, nous, c'est clairement le partenariat, parce que dans nos contrats, en fait, on utilise des indices et il y a un data provider, enfin un fournisseur de données qui garantit que l'indice utilisé sera publié et que le calcul de cet indice sera fait de manière indépendante. Donc, on ne veut pas que ce soit l'indice de Descartes ou de nos partenaires assureurs, on veut que ce soit un indice indépendant afin justement qu'on ne puisse pas être accusé par nos clients d'influencer la valeur de cet indice une fois qu'un sinistre a lieu. D'accord. Alors, j'ai une autre question, ou plutôt une incompréhension. Donc, je ne comprends pas votre besoin en land cover. Vous avez a priori la connaissance de la parcelle de l'agriculteur assuré et donc de sa culture.
En Donc fait, je vous pense avez une que solution donc c'est le besoin, c'est que déjà, le premier besoin, c'est le cas de proposer ce produit à tous les clients potentiels. Aujourd'hui, voilà, on a un terrain de jeu qui est vaste, qui pourrait, et donc du coup, qui potentiellement, chaque agriculteur aux États-Unis pourrait voilà, faire appel à des sociétés pour faire la récolte, qui seraient couvertes par notre produit d'assurance. Donc, il n'y a pas on ne peut pas dire que tel ou tel agriculteur ou tel champ serait couvert par notre solution à l'heure actuelle. C'est le premier point. Et sur les cultures, on sait qu'il y a des rotations et donc du coup, on peut pas aujourd'hui demander aux assurés qui vont couvrir peut-être 30 ces sociétés qui vont faire école pour 30 ou 40 agriculteurs, de fournir les données du county pour chacun de leurs clients. Donc, on parle bien de sociétés qui ont un contrat avec les agriculteurs et en fait, leur demander une land cover, c'est simplement voilà, impossible pour ces sociétés parce qu'elles n'ont pas du tout la technicité pour fournir ce genre de données. d'accord, très clair. Alors j'ai une autre demande. Pourquoi les prédictions doivent-elles être faites à l'échelle des counties? En fait, c'est une manière il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aimerait idéalement descendre à la maille de l'agriculteur. Il serait trop compliqué justement pour ces sociétés couvertes de donner des informations précises sur chaque agriculteur. C'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'on veut couvrir des événements qui touchent l'ensemble d'une région et on ne veut pas couvrir un client qui aurait en fait signé un contrat avec des agriculteurs qui décident de ne pas faire la récolte pour une préférence personnelle. Donc voilà, on ne veut pas se retrouver dans un cas où on regarde les champs d'un client en particulier et il se trouve que l'agriculteur décide de ne pas faire la récolte alors que tous les agriculteurs autour peuvent le faire. Qui nous permet de nous prémunir contre le fait de couvrir des clients qui auraient des pertes qui ne seraient pas liées à des catastrophes naturelles, mais simplement à des décisions voilà, prises par eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair comme réponse. Dites-moi s'il faut que je précise. Alors moi, de mon côté, je n'ai pas eu de relance. Dans tous les cas, n'hésitez pas, donc si vous avez besoin de précision, donc à me renvoyer vos questions par mail. Nous tâcherons d'y répondre le plus précisément possible. Alors j'ai une autre question sur donc, le format type à respecter pour la réponse au défi. Donc effectivement, vous trouverez donc sur la plateforme de l'appel à projet le dossier de candidature et toutes les guidelines associées, donc notamment sur le format et le nombre de pages à respecter pour chacune des parties du dossier. Vous trouverez également donc toute la liste des pièces justificatives à associer à votre annexe en fait technique. Donc pareil, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour avoir des précisions. Nous serons donc ravis de vous aider. J'ai une autre question. Lors de la réalisation du POC, un interlocuteur privilégié chez Descartes sera disponible pour échanger avec le lauréat pour avoir un projet de type agile. Alors oui, effectivement, nous avons prévu, en tout cas, je parle sous le contrôle de Sébastien, mais nous avons prévu pour l'ensemble des challenges, d'ailleurs, qu'un interlocuteur privilégié donc, sera dédié dans chaque entreprise pour donner les informations nécessaires donc, au lauréat et l'accompagner lors de la réalisation du POC. Donc Sébastien, de votre côté, je ne sais pas si ce sera vous en particulier à ce stade. Mais voilà, pas d'inquiétude à ce sujet-là. Nous ferons en sorte effectivement que la méthode la plus agile possible soit mise en place. Voilà, donc pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Je vais laisser peut-être 1 minute ou 2 aux participants pour poser les dernières questions. Dans tous les cas, il nous reste quelques minutes avant de clôturer ce webinaire. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des problèmes pour certains participants au niveau du son.
Je m'en excuse, c'est vrai que ce sont les aléas un petit peu du direct et donc des outils que nous utilisons. J'espère que globalement la qualité audio est restée optimale. Je n'ai donc pas d'autres questions pour le moment. Écoutez, dans tous les cas, vous pourrez réécouter ce webinaire si besoin, donc qui sera disponible sur la page YouTube du pôle Aerospace Valley. Également, donc, je vous remets l'adresse mail dédiée pour toutes les questions, donc challenge@aerospace-valley.com. Je vous ai également donc remis le lien vers l'appel à projet si vous ne l'avez pas déjà consulté. Et également donc les prochains webinaires thématiques qui sont prévus pour cette semaine. Donc demain, ce sera donc sur le challenge eau, donc à la même heure, de 16h à 17h. Et puis jeudi, nous aurons donc le dernier webinaire thématique sur le challenge environnement, toujours de 16h à 17h. Je remercie dans tous les cas les intervenants qui ont bien voulu participer donc, à ce webinaire. C'était très intéressant, je vous remercie. Pour toutes les questions qui arriveraient, alors j'ai bien une dernière question, donc je vous retiens juste encore 1 minute. J'ai une question sur la disponibilité des données, donc les données d'entraînement. Pourra-t-on trouver dans les données d'entraînement du gouvernement l'information de si la perte des cultures est liée à un événement climatique ou pas? Sinon, comment faire la différence entre les pertes liées à un événement climatique ou les autres pertes? Alors ça, donc c'est pour vous, Sébastien. Oui, alors il n'y a pas cette information dans les données. C'est pour ça qu'on peut mettre à disposition, enfin vous conseiller des données météorologiques ou climatiques. Maintenant, c'est pas la priorité pour nous de connaître la cause de ces variations, même si elle est en grande partie climatique. Donc, on peut vous aider à utiliser d'autres données, mais nous, on assurera aux clients une baisse de ces surfaces récoltées, quelle qu'en soit la cause, en sachant que la cause majeure est, une cause météorologique. Ok, très bien. Bah, je vous remercie en tout cas. Et puis, donc je vais clôturer ce webinaire puisque nous n'avons donc pas d'autres questions. Et donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Je remercie donc tous les intervenants qui ont participé. Et puis, je donne rendez-vous à ceux qui ont prévu donc de se joindre à nous pour le webinaire haut. Et puis, pour les autres, à très bientôt. Et n'hésitez pas donc à nous contacter pour nous adresser vos questions. Très bonne journée à Merci beaucoup. tous. Merci à vous et à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.